Puis-je vous demander d'accueillir deux représentants du groupe Bouygues Construction, Christophe Moreau, directeur projet modernisation métier Bouygues Construction, et Patrick Nkodia, directeur matériel Bouygues Construction. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous en prie. Venez prendre place. Vous avez un micro. Comme vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous sommes ravis d'être avec vous. Je me présente Christophe Moreau, donc je suis en charge de la modernisation cœur de métier grâce au digital. On va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Patrick Nkodia, donc directeur du matériel, groupe Bouygues Construction. Avant de faire ça, je trouve que c'est bien de savoir à qui vous avez affaire quand même un petit peu. Plus de 35 ans chez Bouygues, beaucoup de chantiers, beaucoup à l'international, ingénieur travaux, directeur de projet, puis directeur technique de la partie Bouygues Bâtiment International, et donc depuis 4 ans en charge de ce projet transverse au niveau de l'ensemble de Bouygues Construction. Alors Patrick Nkodia, depuis 15 ans chez Bouygues Construction, j'ai occupé toutes les fonctions au niveau du matériel, gestionnaire, responsable d'agence, responsable des montages, responsable de la location, et donc aujourd'hui je dirige l'ensemble de la filière matériel Bouygues Construction. Pour vous donner une idée, c'est 860 collaborateurs, 250 millions d'euros d'activités gérées et 40 millions d'investissements annuels, hors gros matériel comme les tunneliers par exemple, qui sont investis directement sur les projets, mais on gère l'ensemble des matériels communs à l'ensemble des chantiers. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous parler de digital, où on en est chez Bouygues, sur quoi on travaille, quelles sont les perspectives, en mettant bien sûr un focus sur les aspects matériels. Donc on a prévu une petite structure, un petit rappel sur notre secteur, mais que vous connaissez, mais qui a quand même beaucoup de spécificités. Quelques mots sur Bouygues Construction. Le BIM, je viens d'apprendre que vous en aviez déjà entendu parler à Bordeaux l'année dernière, mais je vais quand même en redire quelques mots. Et puis, effectivement, le BIM, c'est bien, mais au-delà du BIM, on travaille sur un certain nombre de choses et on va vous en parler. Et puis, ensuite, Patrick interviendra plus sur la partie en lien avec le matériel, les relations avec le loueur. Et bien entendu, nous serons là pour répondre à vos questions. Donc, le secteur de la construction, en fait, je commence par l'aéronautique parce que dans l'aéronautique, vous voyez de gauche à droite la supply chain. Vous avez les grands donneurs d'ordre à gauche. Et puis après, vous avez les fournisseurs de rang 1, qui sont déjà des grosses entreprises, et puis après, de rang 2, de rang 3, etc. Mais en fait, il y a quelques grands acteurs à gauche qui dominent le marché. Et ils ont fait des choses dans le digital en se mettant à 4 ou 5, et avec ça, ils couvrent, ils peuvent imposer finalement leurs standards. La construction, ce n'est pas tout à fait la même chose, même s'il y a des grandes entreprises. Vous prenez les 3 plus grandes entreprises de construction en France, elles ne couvrent pas une grosse partie du marché finalement, même si elles sont grosses. En fait, la construction, il y a énormément d'acteurs de toutes les tailles et les liens entre les acteurs sont très divers. Si vous prenez Airbus à nouveau, Airbus, il est à la fois le maître d'ouvrage de son projet, puisque c'est lui qui décide de lancer un nouvel avion. Il est à la fois le maître d'œuvre de son projet, puisque c'est lui qui, avec bien sûr la participation de ses fournisseurs, fait la conception. Et il est aussi l'entreprise générale, au sens du construction du terme, puisque c'est lui qui assemble ses avions à Toulouse ou ailleurs. Donc il a tous les rôles. Dans notre secteur, les rôles sont répartis entre des acteurs différents. Et voilà quelques types d'acteurs, et il en manque évidemment, qu'on trouve autour d'un projet. Et en fait, tout le monde n'est pas en contrat avec tout le monde. Les types de relations contractuelles peuvent être très différents entre un appel d'offres classique, un projet en conception-construction, un partenariat public-privé. Donc notre secteur est très complexe, de par la variété, de par l'émiettement des acteurs, et puis évidemment, chaque projet a l'air différent, et souvent différent, même s'il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait faire communes. Donc on a un secteur qui est complexe. Et quand on parle de digitalisation, évidemment, ça ne facilite pas obligatoirement les choses. Il ne suffit pas que Bouygues se mette avec Vinci et Eiffage pour dire on va faire comme ça, pour que tout le secteur marche. Ce serait bien, mais non, ce n'est pas le cas du tout. Et on en est tout à fait conscient. Voilà. Donc quelques mots sur Bouygues Construction. Alors Bouygues Construction, comme vous le savez, grand groupe bien connu. On va commencer par un film, qui est notre film de présentation du groupe, et ensuite je vous en dirai quelques mots.
Voilà, donc comme vous avez eu l'occasion de le voir dans la présentation du groupe, donc, nous sommes un groupe diversifié dont les 4 valeurs tournent autour de la responsabilité, l'engagement, l'innovation et le respect des hommes. Donc c'est les valeurs fondatrices et que l'on continue de porter. Alors au niveau de l'organisation du groupe, donc nous faisons partie du groupe Bouygues SA, qui est la société mère. Bouygues Construction fait partie de ce qu'on appelle le pôle métier construction, hein, avec une autre entreprise que vous devez bien connaître, qui est Colas, et puis nos cousins de Bouygues Immobilier, qui eux sont réellement promoteurs immobiliers. Et puis on a 2 autres grandes parties du groupe, que sont les médias et les télécoms. Alors que fait Bouygues Construction? Bouygues Construction s'oriente sur 4 types de métiers. Le bâtiment, qui est notre métier d'origine, le génie civil et les travaux spéciaux, l'énergie et services avec BS, et également l'activité des concessions. On le verra plus loin, c'est la maîtrise de l'ensemble de ces métiers et de la chaîne de valeur qui donne aujourd'hui sa particularité au groupe Bouygues Construction. Donc nous avons des métiers en bâtiment, en France et à l'international, des grands chantiers de génie civil, vous pouvez prendre l'exemple du Grand Paris ou des ponts ou des tunnels que nous avons pu faire en Hong Kong, en Australie, en Afrique du Sud ou aux États-Unis à Miami. Énergie et services, c'est la filiale BS, bien connue sur le marché français et international. Et également, nous faisons également des opérations de concession, même si ce n'est pas la spécialité première de Bouygues Construction. Alors, au niveau pour vous situer un peu ce que ça représente en termes d'activité et puis aussi la pondération au niveau international, qu'on n'a pas forcément en tête, aujourd'hui, Bouygues Construction, ce n'est plus que 43% en France. Le groupe s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, la majorité de notre activité, depuis à peu près 4 ans, se fait à l'international. Donc c'était un événement nouveau pour le groupe et qui a permis de continuer à se développer. Et ça joue aussi sur le numérique qu'on évoque tout à l'heure. On a plus de 55 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 12,4 milliards, un résultat net de 2,4% qu'il faut continuer à améliorer. Le BTP est malheureusement un des métiers, c'est lié aussi à l'absence de digitalisation et aux gains de productivité que nous n'avons pas encore réalisés aujourd'hui. Donc on va vous en parler tout à l'heure. L'objectif, c'est d'améliorer ce résultat-là, parce que si vous voulez avoir des actionnaires satisfaits et attirer des investissements sur le marché, le BTP est quand même en recul par rapport aux autres métiers et donc moins attractif. Et donc c'est une responsabilité collective d'y travailler. Donc Bouygues Construction se donne pour objectif d'améliorer aussi sa rentabilité. Une présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la construction. Donc vous avez vu, on est présent sur 4 métiers. Et à l'intérieur de chacun de ces métiers, on a commencé en fait au centre, qui est la construction, il y a une 50aine d'années. Et depuis 10 ans notamment, on accélère notre développement sur la partie droite, donc vers le développement immobilier, donc jusqu'à la maîtrise foncière, l'ingénierie financière, en passant par un sujet qui est très important pour le numérique, qui est la maîtrise des cas d'usage. Et de l'autre côté, on se rapproche de la maintenance, de l'exploitation, du service des utilisateurs, c'est-à-dire livrer des chantiers clés en main avec l'ensemble de l'exploitation pendant 20 ans, 30 ans des bâtiments, notamment à travers les PPP, mais pas que, et pour arriver jusqu'à la déconstruction, que ce soit pour des bâtiments, réhabilitation lourde ou même des constructions nucléaires ou dans l'industrie. Voilà, je repasse la parole à Christophe pour parler du BIM. Alors, effectivement, notre secteur a été touché par la modélisation numérique des ouvrages, plus tard que d'autres. C'est plutôt l'automobile qui a commencé, puis l'aéronautique, secteur assez différent du nôtre. La construction navale, ça se rapproche peut-être un peu plus, parce que finalement, ça fait aussi des bâtiments. Et puis, bien sûr, notre secteur, maintenant, la modélisation est arrivée. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du BIM, on va en parler quand même un petit peu. Mais on voit en bas que sur un gros projet comme le tribunal de Paris, là où il y a 4,5 millions d'objets modélisés, ce qui est nettement plus que sur un bateau ou une voiture. Donc on parle quand même souvent d'ouvrages assez importants. Alors le BIM, quand on regarde dans la littérature, en fait, il y a 3 définitions. C'est à la fois le Building Information Model, c'est-à-dire la maquette numérique. Et la maquette numérique, ce n'est pas la 3D. Il y a la 3D, il y a la représentation 3D des objets, des composants de l'ouvrage, du bâtiment, mais il y a aussi tout un ensemble de propriétés avec des valeurs pour ces propriétés qui sont attachées à l'objet. Et donc, il y a de la donnée.
Donc il faut distinguer la 3D qu'on fait depuis longtemps pour des présentations commerciales à un client, on fait de la 3D, c'est très utile, ça a été très utile, des trucs super jolis avec des beaux looks et tout, mais ça c'est pour vendre. Mais pour traiter l'information liée aux ouvrages, c'est le BIM qu'il nous faut, c'est pas la 3D. Et puis les deux autres définitions, donc c'est le modeling, c'est-à-dire en fait le processus qu'on met en place pour créer ces modèles, recueillir ces données, enrichir ces informations sur l'ouvrage. Et puis globalement, comme on a beaucoup d'acteurs, on l'a vu tout à l'heure, le Building Information Management, qui est en fait tous les processus, les procédures, les règles qu'il faut que tous les acteurs comprennent pour que cette construction collective du jumeau digital de l'ouvrage puisse se faire correctement, dans le bon ordre et en respectant des objectifs qui souvent, enfin de plus en plus souvent, commencent à être fixés dès le départ par le maître d'ouvrage. Donc le BIM, c'est finalement l'ensemble de tout ça. Et quand on dit la maquette numérique, sur un petit projet de bâtiment, de logement, on peut avoir une seule maquette numérique où il y a toutes les informations. Quand on est sur un très gros ouvrage, de par les limitations techniques aujourd'hui sur des tailles de fichiers, en fait, c'est un ensemble de maquettes numériques dans les différents corps d'état, dans les différentes zones qui constituent la maquette numérique. Voilà, donc bon, j'ai quelques images d'illustration. Vous voyez qu'on a un objet ici, je ne sais pas si le petit point rouge marche, sans doute pas, mais on sélectionne un objet, on accède à sa fiche technique avec toutes ses propriétés qui peuvent être progressivement renseignées. Hein. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a modélisé l'ouvrage, en un clic, on peut faire une coupe à n'importe quel endroit, on peut faire une vue en plan, on peut sortir des nomenclatures, et ce qui fait en fait un gain de temps très appréciable. Avant, quand vous vouliez faire une coupe, il fallait que le projeteur se remette à sa table sur AutoCAD, etc. Et c'était quelques heures de travail. Maintenant, c'est quelques secondes de travail. Donc, le BIM, la valeur du BIM, elle est liée à pas mal de facteurs. On en a mis quelques-uns ici. Hein. On le voit vraiment comme un support pour que la collaboration entre ces nombreux acteurs soit plus efficace. Et progressivement plus collaborative, moins antagoniste. Il y a encore beaucoup de relations dans notre profession, parfois trop antagonistes. Je trouve que ça s'améliore, mais il y a encore du chemin à faire. Hein. Et donc, en phase conception, pour mieux optimiser la conception, hein, tous ensemble, de façon collaborative, et puis, d'une façon générale, pour une meilleure compréhension, meilleure lisibilité de l'ouvrage, du projet, que ce soit avec le client, que ce soit avec les compagnons qui vont travailler sur le chantier, etc. Et en fait, moi, ma conviction, c'est que si l'ouvrage est mieux conçu en amont, quand on arrivera en phase chantier, eh bien, on va avoir quelque chose qui est bien conçu, donc on n'aura plus de problèmes de conception à régler. Ils auront été réglés en amont, et le chantier doit se concentrer sur la construction physique. Le but des responsables de chantier, ce n'est pas de corriger des erreurs de conception. Et donc un chantier plus fluide, et un chantier plus fluide, c'est un chantier qui se passe mieux, un chantier qui se passe mieux, c'est un chantier qui gagne de l'argent. Et tout ça doit nous amener donc finalement une meilleure efficacité, et donc une meilleure compétitivité. Et puis bien sûr, ce que les maîtres d'ouvrage demandent de plus en plus, et depuis 4 ans que je suis là-dessus, je vois qu'ils ont quand même globalement bien monté en maturité sur le sujet. Eux, ce qui les intéresse beaucoup, c'est de récupérer le double numérique de leur ouvrage pour la phase exploitation. Et ensuite, bien sûr, ils le feront vivre parce que l'ouvrage évoluera. Hein, donc le transfert des informations nécessaires pour cette phase d'exploitation. Donc nous, le BIM, on y est depuis quelques années. Hein, et depuis 5 ans, il y a vraiment eu la décision au plus haut niveau de notre président de Bouygues Construction, de déployer le BIM sur l'ensemble des projets. Hein. On y travaille, on a bien progressé, mais il y a encore des choses à faire, hein, pour donc mieux concevoir, mieux construire, mieux exploiter, puisqu'on est sur l'ensemble de cette chaîne de valeur. Hein, et puis, globalement, donc améliorer notre compétitivité et la qualité et la sécurité. Ce BIM, il est au service de nos clients, donc bien sûr répondre à leurs besoins ou leur proposer des usages du BIM qui pourraient être intéressants pour eux. Hein. Nos grands enjeux, c'est donc la performance, c'est la gestion de la complexité. On signe des contrats de plus en plus complexes, où on prend des engagements de plus en plus forts, donc il faut absolument ces engagements qu'on les tienne, on les respecte, souvent des engagements de performance. Le BIM doit nous aider à ça. Et puis bien sûr l'attractivité aussi vis-à-vis, vous parliez hier, je crois, beaucoup de recrutement, être une entreprise plus moderne aussi avec des outils digitaux, ça fait partie, je pense, d'éléments d'attractivité pour attirer des bons collaborateurs. Voilà par exemple un extrait de la maquette
des lots techniques du tribunal de Paris. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'objets. Alors, on dit on fait un projet en BIM, mais en fait, une question qu'on s'est posée assez tôt, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire un projet en BIM? On avait des clients qui nous disaient « je voudrais du BIM sur mon projet, mais qu'est-ce que vous voulez exactement ?» En fait, ils ne savaient pas nous l'expliquer. Comme je dis, ils ont monté en maturité. Donc nous, la réponse à ça, c'est de dire un projet, c'est d'abord un client. Un client, il a des objectifs pour son projet, pour son ouvrage, pour son bâtiment ou son infrastructure. Et donc, c'est de bien identifier les enjeux de ce projet et de regarder ensuite quels sont les cas d'usage du BIM qui permettent de répondre à ces enjeux. Mais nous-mêmes, pour nos processus d'entreprise, on a aussi des choses sur lesquelles on veut mettre l'accent, qu'on veut améliorer en priorité. Et donc, sur ce même projet, on peut avoir aussi des cas d'usage du BIM qui servent nos processus d'entreprise, qui n'intéressent peut-être pas le client. Mais donc, c'est ces cas d'usage-là qu'il faut identifier dans le contexte de ce projet et ensuite mettre en œuvre. Alors pour les mettre en œuvre, on a besoin d'outils numériques, on a besoin de logiciels, on a besoin bien sûr de compétences métiers, et puis en fondation de tout ça, il faut que les infrastructures informatiques soient adaptées. Donc voilà un petit peu. Donc faire un projet en BIM, c'est identifier les cas d'usage qui ont de la valeur, soit pour notre client, ou soit pour nous-mêmes, notre efficacité d'entreprise, et ensuite les mettre en œuvre et les identifier le plus tôt possible pour pouvoir bien organiser les choses. Je ne vais pas vous lire ça, mais la profession, il y a quand même sur le sujet du BIM beaucoup de travail collectif dans différents organes, associations, etc. Dans la profession, entre les acteurs, moi je passe un tiers de mon temps là-dessus, on rencontre des architectes, des maîtres d'ouvrage, des tas d'acteurs, et la profession a classifié par exemple 23 cas d'usage du BIM que vous voyez à l'écran, ce qui permet aussi, on commence à avoir entre tous les acteurs un certain nombre de documents, de références, de langages communs. Ça prend du temps, mais c'est un travail qui est tout à fait utile et indispensable. Et quand on parle de logiciel pour le BIM, c'est pas il y a le logiciel magique qui fait tout. En fait, il y a une foultitude de logiciels. Il y en a quelques-uns sur cette slide qui peuvent servir dans les différentes phases de la vie du projet que vous avez en haut et pour différentes, je dirais, grandes familles d'usages. La modélisation, qui est finalement un prérequis. Si je veux avoir une maquette numérique, je dois modéliser mon ouvrage. Le contrôle d'exécution, la coordination plus au niveau du design en synthèse, des simulations diverses et variées, de la visualisation et puis ensuite le facility management. Donc il y a beaucoup de logiciels et il y a du travail aussi pour que ces logiciels puissent s'échanger des données à travers un format commun qui s'appelle les IFC, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà encore une petite illustration. Voilà. Alors, le BIM s'est beaucoup développé au début sur des usages de conception. C'est aujourd'hui sans doute les cas d'usage qui sont les plus répandus. Et le cas d'usage numéro 1, c'est de faciliter la synthèse entre la structure, les réseaux de chauffage, de ventilation, de plomberie, d'électricité, enfin la synthèse entre tous les corps d'État en conception. Et là, vous voyez dans cette modélisation, entourée en rouge, que le tuyau bleu, la claque, il va clasher avec la poutre. Et donc ça, on le voit tout de suite dans le logiciel détecte ces cas-là et aide en fait les équipes ensuite à trouver une solution collectivement. Et aujourd'hui, les réunions de synthèse sur le chantier, elles se font autour d'une table, mais surtout, tous les acteurs sont devant l'écran et l'animateur de la réunion identifie les problèmes et ensuite les décisions sont prises en commun. C'est un travail beaucoup plus efficace plutôt que de s'échanger des informations par email ou par plan à noter. Mais le BIM, il nous intéresse aussi pour la phase chantier. Et nous, on a beaucoup travaillé chez Bouygues Construction entre les équipes méthodes de préparation de chantier et les équipes matérielles de Patrick pour créer progressivement une bibliothèque d'objets matériels modélisés qu'on puisse intégrer aussi à nos maquettes numériques. Puisque en conception, en fait, on représente l'ouvrage tel qu'il sera une fois que la construction sera finie. Mais nous, ce qui nous intéresse pour la phase chantier, c'est de modéliser la façon dont on va le construire. Et donc, d'où les méthodes et le matériel, bien sûr en lien avec la sécurité. Donc, on crée des doubles digitaux des matériels. Alors, soit on les crée nous-mêmes, ou soit, Patrick en parlera, on demande aussi aux fabricants, aux fournisseurs de matériel, de nous les fournir, ce qui est quand même mieux.
Et des usages assez courants, c'est de visualiser en 3D donc, les méthodes d'exécution. On modélise aussi bien sûr l'installation de chantier. On utilise ça aussi comme un support de communication. Ça peut être vers le client pour lui dire voilà comment va se dérouler le chantier en lui montrant toutes les phases en une animation 4D, c'est-à-dire la maquette qui évolue au fil du temps. La 4e dimension, c'est le temps. Mais ça peut être aussi vis-à-vis de nos compagnons. On va le voir sur quelques illustrations. Donc là, sur la modélisation des matériels, par exemple, les consoles Pignon, c'est un des premiers sujets sur lesquels on a travaillé. On a créé une console générique Bouygues, mais on a maintenant aussi modélisé la console de chez Sateco. Quelques illustrations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à des processus où on a une bonne continuité digitale. C'est-à-dire que l'ingénieur méthode va modéliser, vous voyez ici l'étage, toutes les passerelles sont modélisées sur cet étage-là. À partir de la maquette, on va sortir une nomenclature dans le logiciel de modélisation. On peut exporter cette nomenclature dans un format, je ne sais pas s'il est Excel, je pense qu'il est Excel, qui est récupéré ensuite par le service matériel et qui peut l'intégrer directement dans ces logiciels de gestion de matériel. Et en fait, la commande en quelque sorte des consoles Pignon se fait quasiment automatiquement. Bien sûr, on garde là où c'est nécessaire un contrôle humain et un œil critique sur les choses, mais on n'a pas besoin de ressaisir X fois l'information. Ça, c'est un des gros avantages du BIM, c'est de supprimer les ressaisies d'informations. Voilà une autre vue sur des consoles. Et puis, on peut traiter des cas, là, vous voyez le cas de gauche qui est quand même complexe, avec le balcon préfabriqué en verre qu'il faut soutenir par des étaiements sur des consoles, etc. Ça commence sur des projets de logement, finalement, sans doute. Mais la modélisation nous aide quand même à comprendre et aussi à anticiper les risques. Donc on a parlé des consoles, mais la même chose pour les banches, où on a modélisé notre banche B07, la nouvelle banche B18, les grues, avec modélisation d'une grue un peu générique, mais on a maintenant aussi des modèles de Potin et Libert, les étaiements, donc on a beaucoup travaillé sur tous ces gros équipements, mais il y a encore des choses, les cantonnements ça a commencé, les étés de séchage ça, on ne s'y est pas encore mis, mais c'est sans doute bientôt sur la liste. Donc équipe matériel et équipe méthode continuent à traiter progressivement les différents types de matériel pour pouvoir les intégrer dans les modèles numériques. Donc voilà quelques illustrations sur des sujets banches. Intéressant aussi sur les coffrages spéciaux, parce que quand on modélise, alors là, évidemment c'est peut-être moins répétitif, mais quand on modélise, à travers les propriétés où on va mettre le poids des différents éléments, on peut aussi automatiquement calculer le poids des éléments et en liaison avec ce que la grue peut porter, voir comment on décompose le coffrage en différents sous-ensembles pour pouvoir les manutentionner facilement. Calcul de poids automatique. Donc voilà une représentation aussi grue sur chantier intéressante. Et quelques exemples sur des vues d'étaiement, soit dans un contexte un peu particulier à gauche, soit dans un contexte un peu plus classique, mais à grande dimension, à droite. On modélise aussi l'installation de chantier pour avoir une compréhension générale de l'installation et comment elle peut évoluer d'ailleurs au fil du chantier. Bien sûr, elle n'est pas statique, il y a des phases. Voilà un autre exemple. Alors, quelque chose qui apparaissait dans le petit film, mais qui est très intéressant, c'est qu'on a voulu amener la maquette numérique vraiment auprès des compagnons sur le chantier. C'est-à-dire, pas dans le bureau du chantier, sur le plancher, comme là. Et en fait, conjointement entre quelqu'un de mon équipe et puis l'équipe de Patrick, on a créé cette cabine. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir amener le modèle numérique sur un écran et montrer des choses, expliquer aux compagnons, aux chefs d'équipe sur le chantier. Et voilà comment ça se passe. Ça, c'est des photos sur des vrais chantiers. Aujourd'hui, le conducteur de travaux, le chef de chantier, peut faire une réunion d'explication, montrer les choses sur le modèle numérique avec tout le monde. Et ça, c'est une valeur très, très appréciée. Et aujourd'hui, elle se déploie très, très bien sur nos chantiers. Alors, un petit film qui date de 2-3 ans, qui était prospectif, qui l'est moins pour certains aspects maintenant, puisqu'on a 2-3 ans passé, qui l'est encore sur d'autres. Je vous laisse juger.
Pour une meilleure transmission de l'information, pour une meilleure visualisation, pour une meilleure organisation, vos méthodes de travail ont évolué. Désormais, la maquette numérique vous accompagne dans vos modes opératoires. Toutes les tâches à réaliser dans la journée sont clairement indiquées. Le cycle est en permanence remis à jour pour vous permettre de sensibiliser vos équipes sur les objectifs à atteindre et sur les consignes de sécurité à respecter. Les codes de référence des éléments, la localisation du lieu de stockage, les spécificités techniques, tout est stipulé. Désormais, la moindre difficulté est anticipée, le moindre matériel est référencé. Les cotes, juste nécessaires à la fabrication, sont pré-renseignées. Désormais, la productivité de votre chantier est optimisée, la logistique chantier est assurée. Votre grutier visualise dans sa cabine ses opérations, organisées en temps réel et selon les besoins de votre chantier. Un GPS l'aide à localiser les zones de stockage du matériel. Désormais, vos tâches quotidiennes sont simplifiées. Le traçage par laser vous permet d'obtenir une précision accrue. Aucune erreur humaine n'est possible dans la mise en place des éléments. C'est la sérénité retrouvée. Désormais, la maquette numérique contrôle et valide la bonne exécution de vos tâches quotidiennes. Chaque vérification, chaque photo, chaque fiche d'autocontrôle est ici stockée dans le référentiel. La maquette numérique est la véritable mémoire de votre chantier. Désormais, la maquette numérique vous fait gagner du temps. Fini le remplissage manuel de formulaires et les sources d'erreurs. Toutes les informations saisies et validées au cours de la journée sont traitées, analysées et mises à jour. La maquette numérique vous accompagne toute la journée et vous aide le soir à préparer votre cycle de construction du lendemain. La maquette numérique ne dort jamais. Donc c'est un petit film qu'on a fait avec des responsables maîtrise. Là-dedans, la cabine BIM, elle existe, qu'on voyait au début du film. Depuis, elle a été faite, elle se déploie sur les chantiers. Il y a d'autres choses comme l'optimisation automatique des tâches de la grue. On n'y est pas encore, mais c'est des sujets sur lesquels, effectivement, on réfléchit et on travaille. Alors, comme je disais, nos grands challenges d'entreprise, par rapport au numérique, c'est d'améliorer notre efficacité et donc notre compétitivité, de mieux gérer la complexité de nos projets, et puis, bien sûr, le digital avançant partout, on est un des grands dans les entreprises de construction. On veut évidemment être dans les leaders pour l'intégration du digital dans nos métiers. Alors, on a pas mal parlé avec nos collaborateurs, parce que je parlais d'attractivité, donc évidemment le lien avec les collaborateurs, le recrutement, garder les bons collaborateurs. Et on a beaucoup échangé avec nos collaborateurs sur leurs besoins, leurs problèmes, leurs difficultés vis-à-vis de l'information, vis-à-vis de la donnée. Et en fait, voilà quelques verbatims qui ressortent des ateliers qu'on a pu avoir. Je ne vais pas vous les lire, vous allez plus vite que moi. Mais il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de frustration. Et aujourd'hui, à tous les niveaux, quand on parle aux collaborateurs, ils sont en attente de voir que le digital va leur simplifier la vie et va les aider dans leur travail et les décharger de tout un tas de choses qui ne sont pas celles qui amènent de la valeur, qui sont celles qui leur prennent du temps, mais qui n'amènent pas beaucoup de valeur au projet ou aux clients. Donc nous, il y a eu une décision au niveau du comité exécutif en 2014 de lancer un projet qu'on a appelé en interne Be in Motion, avec 2 axes. Premier axe, c'est de déployer le BIM. Bon, on en a parlé un petit peu. Et le BIM, effectivement, c'est très axé sur les données des ouvrages, du bâtiment, du tunnel, etc. Les données, leurs propriétés. Donc c'est essentiel et ça peut déjà amener beaucoup. On en a parlé un peu avant. Mais dans notre activité de projet où travaillent 85 ou 90% de nos collaborateurs, on fait de la conception, on fait du développement immobilier, on fait de la conception, on fait des activités de chantier, on livre des ouvrages, ensuite on fait du facility management. Et il y a plein d'informations, de données liées à la vie de nos projets qui concernent des acteurs, qui concernent des dates, qui concernent des événements qui viennent perturber la vie des projets, ça c'est évidemment très courant, qui concernent des exigences que peut avoir un client et comment on s'assure qu'on les respecte, qui concernent des choses qui sont intéressantes en capitalisation d'expérience dans l'entreprise. En fait, ces données, ces informations-là,
elles ne sont pas dans le BIM parce qu'elles ne sont pas directement liées à un composant de l'ouvrage. Donc c'est toute une partie de données aussi, ce qu'on appelle plutôt les données des projets, hein, en complément des données de l'ouvrage. Et en fait, quand on parle de digitaliser nos activités de métier, on s'intéresse à l'ensemble de ces deux types de données. Hein. Parce que ce qui est important de voir aussi, il y a un des patrons de Bouygues Travaux Publics qui avait fait la réflexion lors d'une discussion il y a quelques mois. Il dit, on a l'habitude de dire que le capital de l'entreprise de construction sont les femmes et les hommes qui la composent. Alors oui, c'est très bien. Mais quand ces femmes et ces hommes, finalement, au bout de 6-7 ans, on voit qu'ils partent ailleurs parce qu'aujourd'hui, les gens ne restent plus 30 ans dans la même boîte, etc., le jour où ils sont partis, le capital, il est parti avec. Donc ça ne peut pas être que ça. Et donc, pouvoir maîtriser les données de son activité, c'est vraiment clé et c'est ce qu'on veut faire. Bon. On a donc décidé de mettre en place et de créer une plateforme de management numérique des projets pour finalement récupérer l'ensemble de ces données projets, ouvrages, de façon structurée, les mettre de façon organisée sur une plateforme et ensuite pouvoir en faire des usages. Je vais venir un petit peu sur quelques usages. Bon, pour ça, on a décidé de travailler avec un éditeur de logiciels, en l'occurrence Dassault Systèmes, qui a fait des choses très similaires pour d'autres industries, l'aéronautique, l'automobile, le naval, justement, hein, et qui aujourd'hui veut vraiment avancer dans la construction, et avec un intégrateur qui s'appelle Accenture. Voilà, on a choisi ces partenaires-là il y a 2 ans à peu près. Et donc, notre ambition, c'est de créer cette plateforme de management numérique des projets, rassembler ces données et en faire des usages. Alors, quelques exemples d'usages auxquels on pense aujourd'hui, mais il y en aura peut-être d'autres, hein. Les choses évoluent. Ce n'est pas un projet qui est complètement écrit dès le début. On y travaille et on le construit progressivement. La valeur de ces données, elle peut être au niveau d'un projet individuel, et voilà quelques exemples, hein. Bien gérer les exigences des clients en les mettant en relation avec les objets de la maquette, pouvoir suivre à chaque étape qu'on respecte bien l'exigence et à la fin, quand on livre, pouvoir avoir la traçabilité du fait qu'on a respecté les exigences, gérer les activités, les événements en liaison avec le planning, hein, et en liaison avec la gestion des risques aussi. Bien sûr, pouvoir récupérer les données des modèles BIM et pouvoir mieux collaborer ensemble avec les acteurs et pouvoir ensuite les transférer à l'exploitation. Et puis bien sûr tout ce qui tourne autour des documents, des processus de validation, donc avec des objectifs globaux vraiment de traçabilité, de continuité digitale. Tout ça, ça doit déjà amener de la valeur au projet. Mais une entreprise, ce n'est pas juste une succession de projets individuels qui ne se parlent pas. Une entreprise, elle a évidemment aussi une volonté un peu plus globale, et donc on voit aussi des usages qui sont intéressants plus globalement et qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal à mettre en œuvre. Déjà, on souhaite quand même aller vers des processus plus standardisés. Le cœur de notre métier sont des chantiers courants, hein, et on souhaite pouvoir avoir des processus qui se répètent sans être réinventés par chaque responsable de chantier pour être plus efficace, plus lean. Et donc cette plateforme, elle doit pouvoir supporter ces processus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on adresse la donnée et si une porte s'appelle une porte sur tous nos projets de logement, on pourra savoir à l'avance combien de portes on doit poser, etc. au cours du second semestre, et donc massifier nos achats. Aujourd'hui, c'est quelque chose, il faut interroger 50 personnes et faire l'addition à la main. Créer des tableaux de bord pour les managers qui couvrent plusieurs projets, ou des managers qui ont des fonctions transverses, comme Patrick par exemple, hein. Et puis aussi supporter donc, le partage de la connaissance, la capitalisation de l'expérience. C'est important dans une grande entreprise comme la nôtre, c'est un sujet qui est toujours difficile, ça fait des années qu'on y travaille et on est convaincu qu'une telle plateforme pourra améliorer largement ce sujet. Donc voilà quelques exemples, mais il y en aura sûrement d'autres. On réfléchit à plus long terme sur des choses, sur de la simulation de conception, de l'optimisation de conception, des choses comme ça. Voilà. Pour cette plateforme, quelques impératifs. L'ergonomie, ça c'est clair. On y travaille de façon très proche. C'est un sujet qui progresse chaque année. La mobilité,
Ça ne peut pas être que sur un ordinateur, sur un bureau, ça doit être sur une tablette, ça doit être sur un smartphone pour certains usages, les usages qu'il faut faire sur le chantier ou en déplacement. Les liens avec la maquette numérique, donc très important, sachant que même si on a choisi une plateforme digitale de chez Dassault Systèmes, les modèles numériques sont souvent créés dans les logiciels d'autres éditeurs. Donc il faut qu'on puisse toujours, c'est ce que veut dire le petit schéma de droite, interfacer les échanges d'informations et de données entre des logiciels métiers qu'on va sans doute continuer à utiliser, et puis cette plateforme qui va recueillir, mais qui elle-même pourra, à travers des fonctionnalités ou des logiciels de l'éditeur qu'on a choisi aussi, faire elle-même des traitements et différents usages. Donc, voilà. Alors, où en est ce projet? En fait, ce projet, on l'a lancé il y a à peu près 1 an et demi. On a attaqué par une phase d'expérimentation. On a expérimenté ça à différents usages de cette plateforme sur une douzaine de chantiers. Et on est au moment où, en fait, cette phase vient de se terminer et l'entreprise est dans un processus de décision sur comment organiser la phase suivante de ce projet, qui ne sera plus une phase d'expérimentation, mais qui sera une phase vraiment de construction de cette plateforme pour l'ensemble de l'entreprise. On est donc juste à un moment charnière là-dessus. Voilà deux ou trois petits écrans, mais c'est juste illustratif de choses qu'on a pu faire en expérimentation. C'est juste pour donner quelques images. Et donc voilà, donc notre idée c'est bien sûr le BIM, mais d'aller au-delà du BIM parce qu'on pense qu'il y a une grosse valeur ajoutée de traiter l'ensemble de nos données et on a des gros besoins là-dessus. Alors, j'ai essayé de vous résumer en 3 slides ce qu'il faut retenir en fait par rapport à votre business, à votre activité de loueur, distributeur, prestataire de matériel. En termes d'enjeux, en gros, pourquoi nous sommes convaincus que le numérique est la seule manière d'avancer, en quoi ça va nous apporter de la productivité et pourquoi ce serait prendre un grand risque de ne pas engager notre entreprise, les vôtres, vers cette évolution nécessaire, comme je le disais tout à l'heure, pour améliorer la performance économique de nos métiers et, comme le disait Christophe, pour le rendre plus attractif. Alors donc j'ai choisi là 2 exemples qui sont vraiment opérationnels, concrets et sur lesquels on a besoin de vous pour avancer et sur lesquels nous-mêmes nous mettons tout le poids du corps pour conclure. Donc les briques matérielles. Christophe en a donné quelques exemples. Moi, c'est plutôt vous expliquer pourquoi. Pourquoi on a besoin de ces briques. Donc déjà, les briques matérielles, c'est les éléments avec lesquels, vous avez vu des exemples sur les grues, les banches, les consoles, mais il faut les faire pour les 2000 types de matériel qu'aujourd'hui on connaît dans l'entreprise. Donc ce travail-là, il faut le faire pour chacun d'entre eux. Et si on n'est pas capable de faire ce travail pour chacun d'entre eux, on ne bénéficiera pas des bénéfices attendus. C'est-à-dire que il faut bien comprendre quelque chose, c'est que dans la digitalisation et dans le BIM, ceux qui ont testé dans leurs entreprises le savent, si vous êtes à 95%, vous n'avez rien fait. Il faut arriver à 100% du processus pour en tirer tous les bénéfices en termes de sécurité et de productivité. Christophe prenait tout à l'heure l'exemple des consoles. Les consoles Pignon, on commence à gagner en productivité à partir du moment où méthode, matériel, travaux, toute la chaîne est digitalisée. C'est là qu'on fait vraiment les gains. Pourquoi on digitalise? Tout d'abord pour améliorer la rapidité des études et la fiabilité des chiffrages. Le temps d'étude et le coût d'étude est un élément très lourd et très important dans le décrochage des chantiers pour une entreprise de bâtiment. Il y a beaucoup d'énergie qui est passée là-dessus. Et la partie matérielle est également très impactante. Ce qu'on appelle les frais de chantier ou les frais d'installation, donc l'ensemble du site. Aujourd'hui, on va être capable de gagner de plus en plus en efficacité, en rapidité, et donc on sera plus compétitif si on est capable de chiffrer, d'étudier rapidement. Il faut également, ça doit permettre d'optimiser le choix, le dimensionnement, et le positionnement des équipements. Le positionnement d'une grue, d'une installation de chantier, d'une installation électrique, d'une pelle, des différents engins sur le chantier est critique pour la performance de l'opération. Donc si on le fait à l'ancienne, chacun a son avis, on recommence sur chaque chantier, chaque chef de chantier a une méthodologie différente, etc., on perd en performance. Donc l'objectif, c'est vraiment d'optimiser chez choix, de les standardiser, de les industrialiser, et c'est comme ça que la marge de notre métier et notre efficacité arrivera au niveau de certaines autres industries. Alors il y a un élément très important aussi, c'est garantir la conformité et l'adéquation à l'environnement. Parce que dans le BIM, il y a le modèle 3D, comme le disait Christophe, il y a toutes les caractéristiques
qui font partie de ce modèle, donc la capacité par exemple de charge, le poids et différents éléments, mais il y a aussi tout ce qui est fiche technique et mode opératoire. Hein. Donc le chef de chantier, l'utilisateur, en cliquant sur le matériel, aura non seulement tous les éléments, la hauteur, la flèche, la longueur de flèche, etc., mais il aura aussi les modes opératoires qu'il doit utiliser pour que ce matériel soit utilisé en conformité et pour qu'il soit performant. Donc la garantie de la conformité et l'adéquation avec l'environnement, plus le positionnement, par exemple, des ascenseurs, des lifts ou des grues à l'intérieur des cages ou des trémies, c'est quelque chose qui est très fin et sur lequel le BIM doit nous aider à être performant et éviter les loupés où on recommence 3 fois l'opération, où on se rend compte que le matériel n'est pas positionné au bon endroit et donc n'est pas performant. Il y a un élément très important aussi, c'est la traçabilité des modifications et les doubles saisies. Il y a énormément de métiers qui travaillent ensemble. Le matériel fait partie des métiers qui attendent des éléments, des études de prix, des méthodes, etc., pour commander, pour acheter, pour dimensionner. On aura toute la traçabilité des modifications, pourquoi on les a commandées, anticiper ces commandes, supprimer les doubles saisies entre tous les métiers et aussi les impasses. Hein, combien de chantiers on a démarré en n'ayant pas le bon nombre de matériel au bon endroit et en devant le rajouter a posteriori, donc ce qui génère des délais supplémentaires, des coûts d'achat qui ne sont pas optimisés, des réunions à gauche et à droite pour essayer de corriger le tir de manière à permettre au chantier d'avancer. Donc c'est vraiment un gain organisationnel, un gain de temps, un gain d'efficacité. C'est pour ça que quand on parle de digital, le mot lean arrive automatiquement. Donc les briques matérielles, sans ces briques, on est incapable de développer l'ensemble du dispositif de gain opérationnel. Deuxième élément très important, lié cette fois-ci à la plateforme. Le premier, les briques étaient liées au BIM, mais vous avez vu avec Christophe que maintenant on veut aller plus loin avec la plateforme, interconnectée, interopérable entre tous les services. Ce sont les data. Donc là, c'est très proche aussi de vos activités. Toute activité matérielle aujourd'hui génère des data qui peuvent permettre au chantier de gagner en performance, en anticipation. De deux manières, la data instantanée que vous avez sur le chantier, si vous êtes capable de la transmettre, elle est exploitable par le conducteur de travaux, le chef, l'ensemble de l'équipe, pour gagner en performance sur le planning journalier, sur le planning d'avancement. Mais aussi, la data à la fin de chantier permettra d'améliorer tous les chantiers suivants. Au lieu d'avoir des discussions qui peuvent durer très très longtemps sur quel était le bon choix de mode opératoire, etc. Là, on aura de la data, donc c'est indéniable. On est capable de mesurer exactement la performance que l'on a eue pendant toute l'opération. Ça permet également d'améliorer toutes les alertes sur tout ce qui est situation à risque, puisque la sécurité, c'est notre première priorité au niveau de Bouygues Construction. Donc ça doit permettre de détecter les comportements dangereux, les situations à risque et les éviter. Donc justement par cette remontée de données, et cette donnée, ce n'est pas juste pour l'acquérir, on va la réinjecter dans la plateforme numérique et on va la partager avec tous les acteurs. Donc la sécurité fait partie de ces éléments. Détecter par exemple qu'un mur de banche n'est plus stable en mettant des capteurs au niveau des TPS, donc des tirants poussants qui permettent la stabilité au vent. Donc on a énormément d'applications. Ça permet la mesure des performances réelles, j'en ai parlé. L'optimisation des caractéristiques techniques pertinentes, ça c'est très important. Certains d'entre vous donc, sont des loueurs, on travaille beaucoup avec les loueurs et les fabricants sur sélectionner qu'est-ce qui vraiment sur chantier permet de gagner en productivité. Sur un matériel, vous avez 50 caractéristiques. Il y en a 40 qui ne servent pas instantanément à gagner. Donc ce qui est important, c'est détecter les 10 qui sont efficaces et mettre les budgets R&D, les investissements sur ces 10 caractéristiques-là. Les data matériels et la plateforme numérique vont nous permettre de le faire. Donc au lieu d'optimiser un matériel et de le renchérir, de renchérir son coût en améliorant ses capacités diverses et variées, on va juste renchérir son coût sur les 1 ou 2% qui vont permettre vraiment au chantier de gagner 30%. Parce qu'augmenter la capacité d'une grue alors que ça n'aide pas le chantier à être plus performant, pour nous utilisateurs, ça ne sert à rien. Donc ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent de l'autre côté pour satisfaire. Il n'y aura pas de satisfaction. Donc l'optimisation des caractéristiques techniques pertinentes, c'est un sujet très important. L'optimisation du taux d'utilisation. Habituellement, les loueurs regardent le taux de rotation d'un parc. En fait, ce qui est intéressant, c'est le taux d'utilisation sur chantier. C'est-à-dire, vraiment, qu'est-ce que le chantier en fait? Avoir un taux de rotation de matériel de 80%, c'est génial, mais si la nacelle, la grue ou tel autre matériel n'est utilisé que 2 heures sur chantier par jour, il faut se reposer des questions. Le problème, ce n'est pas le taux de rotation, le problème, c'est le taux d'utilisation. Et c'est ça qui va faire que le métier va gagner en performance. Anticiper les besoins et déclencher les livraisons, vous avez vu des exemples de planning.
Ça, c'est un énorme potentiel de développement. Aujourd'hui, le conducteur de travaux ne peut pas avoir cérébralement en tête tout le planning de son chantier et être capable de commander tous les matériels en temps et en heure, donc vous connaissez le problème. Ben, demain, l'idée, et on est déjà en train de faire des tests là-dessus, c'est de déclencher automatiquement les livraisons, les commandes de matériel de par l'outil. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de passer par l'être humain. On sait qu'on a fini les fondations, paf, on déclenche, on commande le matériel adéquat pour la phase suivante. Et puis, dernier point, j'estime très important, surtout pour l'innovation et la R&D, c'est l'objectivation des benchmarks, des REX et des ROI, donc retour d'expérience et retour sur investissement, parce qu'on est un métier quand même où beaucoup de choses se font encore, je le disais tout à l'heure, par la mémoire, par l'expérience et par l'opposition de débats techniques. Ça permet de mettre tout le monde d'accord en disant, voilà, des 6 matériels que l'on a testés, lequel est le plus performant, lequel on garde, et une fois qu'on a décidé lequel on garde, on trace, on y va. Donc la prise de décision dans notre métier, c'est quelque chose qui peut être grandement amélioré. Donc ça, c'était sur les données matérielles, les 2 types de données dont on a vraiment besoin pour progresser et où vous pouvez intervenir. Alors comment? Alors nous, Bouygues Construction, on s'est fixé une ligne directrice qu'on évoque déjà avec certains d'entre vous et plusieurs de nos partenaires. C'est qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est de collaborer avec vous pour obtenir toutes les maquettes, incluant l'ensemble des caractéristiques. Donc il y a des groupes de travail. Et ce qu'on attend de vous, c'est d'être capable de fournir ces éléments, ou si vous n'êtes pas capable de les fournir, de collaborer, comme l'a dit tout à l'heure Christophe, pour être capable de les définir. C'est la base de tout. Si on ne fait pas ça, le reste, c'est du rêve. Donc il faut vraiment se focaliser sur cette étape-là. Donc c'est un investissement, il faut avoir les bons collaborateurs, il faut avoir les bons outils, et il faut avoir la décision du patron qui permet d'y aller. Ensuite, on échange beaucoup pour équiper certains matériels d'objets connectés, pour justement permettre de fournir cette data. Donc c'est un grand travail de qualification, il faut choisir les bonnes datas. Donc ça demande de la réflexion, de l'échange, on n'a pas toute la vérité, vous avez une partie aussi de la connaissance. Et puis une fois qu'on s'y est mis, on déploie. Parce que vous pouvez déployer 1000 objets connectés sur les 2000 matériels. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quels sont les 8 objets connectés qu'il faut avoir sur les installations électriques. Nous, on en a choisi 4, par exemple, sur les installations électriques. On veut la consommation, on veut la température, on veut la géolocalisation. Et on veut une alerte en termes de disjonction, pour être capable de dépanner rapidement les installations électriques. Donc chez Bouygues Construction, on a décidé que toutes les armoires électriques étaient équipées de 4 capteurs. Mais je peux vous dire qu'au début de la discussion, c'était 50. Donc à un moment donné, il faut décider, il faut y aller. Si vous n'y allez pas, ben vous n'aurez jamais les gains de compétitivité et tout le monde pense avoir raison et en fait, il ne se passe rien. Donc c'est très très important cette deuxième étape. Le renforcement des partenariats avec les acteurs, alors ça c'est important parce que plus ça va aller, aujourd'hui on était sur un mode consultation, contrat cadre, essentiellement sur le prix, de plus en plus sur la sécurité, notamment dans les prestations. On va glisser sur un mode où on va sélectionner des partenaires qui font de la R&D et développent dans leur organisation ces 2 éléments, c'est-à-dire les briques numériques et les data. Donc on va de plus en plus travailler, en préférence, avec les gens qui ostensiblement, et dans leur organisation, pas de temps en temps pour des forums ou des showrooms, etc., mais vraiment dans leur organisation, font du numérique et de la data leur priorité. Et ce sera un critère de sélection au même niveau que le prix. Pourquoi? Parce que si vous nous offrez 2 ou 3% de prix en moins, c'est une chose, mais si vous offrez un niveau de prix, on va dire équivalent, mais que derrière vous nous permettez de gagner sur chantier 30%, on ne va pas hésiter. On va prendre celui qui va nous permettre de gagner 30% sur chantier. C'est très important de comprendre comment la data modifie le niveau de prix, en fait. Ce qui est important, ce n'est pas le prix d'achat, c'est le coût global d'utilisation, le coût global d'exploitation du matériel. Et qu'est-ce qui permet de rapporter au chantier? Donc ça, c'est un changement majeur qu'il faut, je pense, intégrer dans vos priorités, dans vos organisations, pour qu'on puisse être en phase et travailler ensemble et avancer. Et puis le dernier point, parce qu'il est souvent oublié, nous sommes en train de renforcer beaucoup nos contrats cadres sur la partie, et c'est normal, et on a besoin de travailler avec vous, sur la partie données utilisateurs. Bon, vous l'avez compris, la data, c'est stratégique, donc c'est normal qu'on en parle, et c'est normal qu'on dise très en amont à quoi elle sert, à qui elle appartient. Donc Bouygues Construction met à disposition ces chantiers avec les partenariats dans lesquels on a pour produire cette data. Il est normal qu'il soit propriétaire de la partie pertinente de la data à la fin des opérations, parce que pour nous, c'est un élément critique. Donc ce qui est important, ce n'est pas tellement les processus, les outils, ça il faut les déployer,
mais c'est quelle data on génère et comment on la partage. Voilà les éléments que je voulais évoquer avec vous et partager pour vous donner une vision de nos objectifs. Y a-t-il, mesdames et messieurs, des questions dans la salle par rapport à ce qui vient d'être dit? Je vais répéter la question, si vous voulez. Y a-t-il des questions dans la salle? Pas pour l'instant? Alors, oui, je vous en prie, si on peut avoir juste un micro ici, s'il vous plaît, merci beaucoup. Présentez-vous, posez votre question. Isabelle Lacoste, B2MTP Gaïa Location. Vous parlez de collecter des datas, mais avec le RGPD, comment on va faire? Alors justement, dans nos contrats, c'est un sujet qui est complètement intégré. Nous avons une direction juridique chez Bouygues Construction qui a analysé le sujet. Et donc aujourd'hui, la RGPD est une contrainte qu'il faut anticiper et qu'il faut cadrer, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de solution. Donc on a des solutions aujourd'hui contractuelles dans le cadre de nos contrats qui nous permettent de partager la data et de la collecter. Ce n'est pas une impossibilité, c'est juste qu'il faut prendre des précautions au moment de la collecte, dans l'information des utilisateurs sur le fait que ils vont être filmés, ils vont avoir des datas, tel type de data qui va être collecté, et simplement obtenir leur accord. Mais je peux vous dire que dans les cas où on l'a fait, on n'a absolument pas eu de frein. Ça a été plutôt un casse-tête pour les juristes avant de le faire, mais à partir du moment où c'est fait et que c'est déployé, sur toutes les expérimentations que je vous évoquais tout à l'heure, il n'y a pas de problème, parce que nos compagnons, nos maîtrises, nos collaborateurs, nos sous-traitants sont très conscients du fait qu'on est à l'âge de pierre sur certains sujets de productivité. Donc il y a une forte appétence pour justement la data. Tout à l'heure, on montrait la CABIM. Lorsque vous montrez sur la CABIM aux compagnons et à la maîtrise de chantier ce que vous êtes capable de visualiser avant de le réaliser, le dernier de leur sujet, c'est savoir comment vous avez obtenu l'information. À partir du moment où ils le savent et que vous avez expliqué sur le chantier pourquoi vous le faites. Question, juste ici, je vous en prie, monsieur. Votre prénom, votre nom, votre entreprise, votre question. Messieurs, Paul David, Isermat, location et vente sur le secteur du Rhône-Alpes. J'ai retenu beaucoup de choses aujourd'hui. Vos valeurs de Bouygues liées à la nature humaine, aux valeurs humaines qu'on partage tous ici. Et puis, il y a quand même un point qui m'a fait réagir. C'est vous constatez que vos cadres risquent de partir au bout de 7-10 ans de carrière et qu'il y a une perte de savoir-faire. Et pour éviter ça, vous dites on va mettre des procédures informatiques à la place. Donc si j'ai bien compris, vous allez avoir de plus en plus d'informaticiens et de moins en moins de conducteurs de travaux? C'est pas tout à fait ça. Non. Je crois que le fait qu'aujourd'hui les collaborateurs font des évolutions de carrière où ils passent beaucoup plus dans différentes entreprises que quand j'étais jeune, c'est un constat que beaucoup d'entreprises font. Donc on ne pourra pas le changer fondamentalement. Bien sûr, on travaille pour garder nos collaborateurs par plein de méthodes, dont certaines, je pense, vous avez parlé hier. Le fun, ça en fait partie aussi. Mais ça peut pas être, on ne peut pas s'appuyer que là-dessus. Donc la valeur des données de notre activité, elle est essentielle. Donc il faut faire les deux types d'actions. Aujourd'hui, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais les données de notre activité, on a regardé aujourd'hui, on a plein de logiciels, etc. Et on a regardé où étaient les données. En fait, on a un logiciel de gestion documentaire. Aujourd'hui, il n'y a encore qu'une faible partie des informations qui sont dessus. Beaucoup de choses sont encore sur les ordinateurs des collaborateurs, ou dans des pièces jointes à des emails, etc., ou même dans la tête des gens ou sur une feuille de papier. Tout ça, aujourd'hui, on ne sait pas l'utiliser. Donc il y a une énorme valeur, un énorme potentiel de valeur, là, surtout sur la partie d'utilisation transverse, qu'aujourd'hui, si on ne récupère pas et si on ne rassemble pas, on ne pourra jamais rien en faire. Même chose que ce que disait Patrick pour le matériel. Déjà, il faut récupérer les données, etc. Ensuite, on peut les utiliser. On est quand même à l'âge de pierre là-dessus. Hein. Il y a un énorme travail à faire. Ce qui est important aussi de noter, c'est que on ne va pas remplacer des conducteurs de travaux par les informaticiens, ni des hommes de matériel par les informaticiens. Par contre, il y a une grosse demande aussi des collaborateurs, des jeunes collaborateurs, de ne pas faire que les tâches que faisaient leurs prédécesseurs. Donc aujourd'hui, pendant qu'ils vont automatiser une partie des tâches, ils vont pouvoir, par exemple, du côté matériel, on va faire beaucoup plus de conseils et d'expertise à l'optimisation de la calibration des chantiers.
Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à monter le matériel, le démonter, le mettre en location, le contrôler, le maintenir, etc. Demain, on passera plus de temps, et c'est là qu'est la valeur ajoutée, à préparer le chantier pour que ce soit une vraie usine. Et ça, c'est un boulot. Vous ne le faites pas en 2 jours. Aujourd'hui, on a 2 jours pour monter, démonter, préparer, désinstaller, etc. Donc, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont demandeurs de ce changement de job. Pas tous, il y a une conduite du changement, mais... Et une dernière question. La dernière question, j'imagine qu'il y a une épaisseur de temps pour tout ça. Ce n'est pas pour demain, c'est peut-être pour après-demain. Et puis, dans le temps, les technologies évoluent. Vous allez caler le temps à un moment donné pour qu'on travaille tous avec la même chose. La question du temps, elle est intéressante parce qu'on voit tous que les technologies évoluent très très vite. Le BIM, il y a 5-10 ans, il n'y a quasiment personne qui en parlait. Et d'un côté, on a des technologies qui évoluent très très vite, et de l'autre côté, on a des entreprises comme les nôtres qui sont quand même assez grosses. On a plein de business units, on a des centaines de chantiers, et on voit que quand on a quelque chose de bien qui est intéressant, je prends la cabine BIM par exemple, c'est un processus pour imaginer, tester, développer et ensuite diffuser une cabine BIM comme ça sur les chantiers, ça prend plusieurs années. Et oui, donc on a 2 vitesses là, et donc en fait, ce projet global qu'on a de plateforme, on est en train de, on imagine une trajectoire en plusieurs briques qui succéderont. Une première brique la première année qu'on va commencer à déployer. Ensuite, quand on a fini de construire la première, on passe à la deuxième qu'on commence à déployer et ainsi de suite. Mais en fait, d'abord, on a une bonne idée pour la première, la deuxième. On a une troisième, quatrième brique, mais je pense qu'elles évolueront. Et puis de toute façon, dans 4 ans, les technologies, on aura vu d'autres choses. Il y aura d'autres logiciels qui apparaîtront, qui nous donneront d'autres idées. Je pense que cette optimisation là, de l'organisation des tâches du grutier qu'on voit dans le petit film, moi je pense que dans 5 ans, on peut y être. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais dans 5 ans, on peut y être. Donc du réarrangement de planning journalier ou de planning plus large pour tenir compte des événements qui ont impacté, tout ça de façon un peu plus automatique, pour toujours optimiser le planning, optimiser la conception. Et en fait, le digital, il peut beaucoup plus que finalement le cerveau humain. Quand un ingénieur de bureau d'études, il peut imaginer 3 ou 4 solutions, il regarde avantages, inconvénients, enfin, ils sont tous formés à faire ça. Et puis il dit, moi je recommande cette option-là, option A, option B, option C. Mais il ne peut pas faire 10 000 options. Là, les logiciels, sur de la conception, ils peuvent étudier 10 000 combinaisons de cas de figure et voir ceux qui sortent le mieux sur 2 ou 3 critères clés. Et c'est vers là qu'il faut orienter les choix. Donc tout ça, il y a une vision, mais je pense que ça ne s'arrêtera jamais parce qu'en fait, les technologies évoluant, on aura toujours d'autres idées pour adapter des nouvelles technologies à nos activités. Et je ne sais pas si ça s'arrêtera un jour, pas sûr. Christophe Moreau, Patrick Nkodia, merci. Merci à tous. À tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.